nous allons faire une explication d'ensemble du roman La peau de chagrin de Balzac. On trouve dans la première partie du roman intitulée Le Talisman diverses références à l'actualité politique de l'époque. En particulier quand Raphaël sort de la boutique de l'antiquaire et rencontre ses amis. L'un d'eux déclare avoir pensé à faire de lui un héros de juillet et évoque la Révolution de juillet. La Révolution de juillet a eu lieu en 1830 et a eu pour conséquence l'abdication de Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. On appelle monarchie de juillet le long règne de ce roi, 1830-1848. Ces événements ont eu lieu tout récemment au début du roman, le mois d'octobre dernier. Ce mois d'octobre, c'est octobre 1830. Le talisman se passe par conséquent dans les premiers mois de la monarchie de juillet. Quant à la partie L'Agonie, elle reprend l'histoire de Raphaël après le long retour en arrière de la deuxième partie. Le mois de décembre, qui est indiqué à la première ligne de l'Agonie, désigne décembre 1830. La troisième partie se passe ainsi elle aussi sous la monarchie de juillet, ce que confirme la mention explicite de ce régime. L'antiquaire est juif. Il porte en effet une calotte en velours noir et de longues mèches de ses cheveux en dépassent. Cette calotte est une kippa juive. Ces longues mèches sont les boucles que les juifs portent traditionnellement. Le narrateur précise aussi que l'antiquaire a une de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Le visage de l'antiquaire est donc typiquement juif selon le narrateur et pourrait servir de modèle pour représenter Moïse, personnage de l'Ancien Testament très important pour la religion juive. On notera par ailleurs que le talisman que l'antiquaire donne à Raphaël porte une étoile de David, qu'on appelle aussi le cachet de Salomon. Lorsque Raphaël le rencontre pour la première fois, l'antiquaire précise lui-même qu'il a atteint l'âge de 200 ans. Donc là, le lecteur déjà doit trouver que c'est assez bizarre. Dans la boutique de l'antiquaire, Raphaël formule 2 vœux. Il déclare tout d'abord « Je veux un dîner royalement splendide, quelque bacchanal digne du siècle où tout s'est, dit-on, perfectionné. » Et un peu après, je désire pour me venger d'un si fatal service que vous tombiez amoureux d'une danseuse. Le premier vœu se réalise le soir même, avec le festin de Taillefer. Son souhait était certes bien complètement réalisé, précise le narrateur. Le second vœu se réalise plus tard, au début de l'Agonie, en décembre 1830, au théâtre Favart. Raphaël rencontre à nouveau l'antiquaire qui désormais porte beau et se trouve avec Euphrasie, cette danseuse au corps souple. Taillefer est l'amphitryon qui offre un festin et chez qui se rendent Raphaël et son ami dans la première partie. Il est très riche, il habite un hôtel particulier et donne un dîner digne d'un prince allemand. Émile déclare à Raphaël que c'est un capitaliste. Par ailleurs, il vient de fonder un journal et c'est pour fêter cet événement qu'il donne un grand dîner. C'est un journal d'opposition, mais d'opposition molle. Un journal vient d'être fondé dans le but de faire une opposition qui contente les mécontents sans nuire au gouvernement national du roi citoyen. Et au festin se trouve le notaire qui le matin même avait achevé de créer le journal. Dans le talisman, Émile déclare à Raphaël au sujet de Taillefer « Cet homme aurait tué pendant la Révolution un Allemand et quelques autres personnes qui seraient, dit-on, son meilleur ami et la mère de cet ami. » Émile fait semblant de ne pas croire aux rumeurs qui attribuent ces crimes à Taillefer, mais c'est là de l'ironie. Le narrateur fait allusion à ces crimes à la fin de La femme sans cœur, puisqu'il note à propos de Taillefer que son visage en sueur et sanguinolent fit planer sur cette scène infernale l'image du crime sans remords. Il évoque encore l'ignoble et sanglante figure de Taillefer, dans l'Agonie, au moment où Raphaël aperçoit ce personnage en compagnie d'Aquilina au théâtre Favart. Aquilina et Euphrasie sont des prostituées de luxe, qu'on peut aussi appeler des courtisanes. Taillefer a loué leur charme pour finir en bacchanal sexuel l'orgie gastronomique du festin qu'ils donnent. Le narrateur les appelle des filles et nomme Sérail le groupe de femmes dont elles font partie. Aquilina est vraisemblablement spécialisée dans le sadomasochisme.
C'est en effet en référence à l'Aquilina de la pièce Venise sauvée de Thomas Otway qu'elle a choisi son nom de guerre. Or, ce personnage de prostituée fouette le vieux sénateur Antonio qui fait le chien. Euphrasie, elle, exerce aussi un autre métier, celui de danseuse. Jean-Jacques Rousseau a habité dans le même hôtel que Raphaël. L'ami de Raphaël lui parle en ces termes: « Ton respectable hôtel Saint-Quentin, dont par parenthèse l'enseigne inamovible offre des lettres toujours alternativement noires et rouges comme au temps de Jean-Jacques Rousseau. » Dans le récit qu'il fait à Émile, Raphaël rappelle à plusieurs reprises que Rousseau a en effet habité dans le même endroit que lui. En me rappelant le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans ce lieu, je trouvais l'hôtel Saint-Quentin. Jean-Jacques Rousseau, de qui j'occupais peut-être le logis. La mère de Pauline, Madame Gaudin, est la maîtresse de l'hôtel Saint-Quentin, qui est situé à l'angle de la rue des Cordiers et de la rue de Cluny, dans le quartier latin. Madame Gaudin ne possède pas cet hôtel, elle ne fait que s'occuper de la location de ses chambres pour le compte du propriétaire. En effet, quand il retourne à l'hôtel Saint-Quentin dans l'agonie, Raphaël demande à une vieille femme: « Cet hôtel est-il toujours tenu par Madame Gaudin ?» Ce à quoi il s'entend répondre: « Oh non, monsieur, elle est dans une maison à elle. » La première fois qu'il arrive devant l'hôtel Saint-Quentin, Raphaël voit une petite fille d'environ 14 ans et il précise que sa physionomie était d'une admirable expression et son corps tout posé pour un peintre. Il ne dit certes pas qu'il s'agit de Pauline, pourtant plus loin il évoque Pauline, cette charmante créature dont les grâces naïves et secrètes m'avaient en quelque sorte amené là. Et il dit à plusieurs reprises que Pauline est digne d'une peinture. En particulier, il déclare à son sujet: « J'admirais cette charmante fille comme un tableau. » Pauline peint des écrans, c'est-à-dire des éventails. Quand elle retrouve Raphaël dans l'agonie, elle évoque encore toutes les nuits qu'elle a passées à peindre ces écrans. Fédora est une femme profondément égoïste, aujourd'hui on dirait égocentrique, ne pensant qu'à son propre plaisir, elle est dépourvue de tout mouvement affectif vers autrui, ce qui la rend sans cœur. C'est pourquoi on l'appelle la femme sans cœur. Il est souvent question de l'égoïsme de Fédora dans le roman. Raphaël se demande au début de son histoire avec Fédora si elle ne possède pas un sentiment d'égoïsme raffiné. Mais il cesse bientôt d'en douter. « Elle me révélait naïvement son égoïsme », déclare-t-il, et il évoque la profonde vénération de Fédora pour elle-même. Quant à Rastignac, il a mis Raphaël en garde. Fédora possède la pénétration naturelle aux femmes profondément égoïstes. Fédora elle-même reconnaît bien volontiers son égocentrisme, puisqu'elle parle en ces termes à Raphaël: « Ma vie égoïste, si vous voulez. » On comprend dès lors qu'elle s'entende bien avec le duc de Navarreins, homme égoïste. Son égocentrisme rend Fédora particulièrement sensible à ses propres plaisirs. C'est une femme voluptueuse, mais dont la volupté ne dépend pas d'autrui. Une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle paraissait s'écouter elle-même et ressentir une volupté qui lui fut particulière. Elle éprouvait comme une jouissance d'amour. Au bout du compte, c'est une femme sans âme et sans cœur. Raphaël rappelle à Émile le fait suivant: « J'avais entrepris 2 grandes œuvres, une comédie et un ouvrage intitulé Théorie de la volonté. Les amis de Raphaël ont vu en la comédie une niaiserie d'enfant, et seul Émile a admiré la théorie de la volonté. Quand Porriquet vient le voir, Raphaël évoque à nouveau ce dernier ouvrage, œuvre purement physiologique. » Porriquet est un ancien professeur de Raphaël. « Je l'ai eu, déclare-t-il à Jonatas, sous moi en 6e, en 3e et en rhétorique. Je suis son professeur. » La classe de rhétorique était l'actuelle classe de première. Porriquet était vraisemblablement le professeur de latin de Raphaël. Il nomme son ancien élève Carus Alumnus, et Raphaël, sans doute pour lui rendre hommage, cite Horace en latin Exegi Monumentum, qui signifie « j'ai achevé un monument ». Il a dû aussi enseigner la rhétorique à Raphaël la dernière année où il l'a eu comme élève. En effet, comme par habitude, il continue à donner des conseils d'ordre stylistique à Raphaël et fait référence aux grands auteurs classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est fermement opposé au goût romantique contemporain du jeune homme.
Porriquet s'est opposé à la monarchie de Juillet depuis les Trois Glorieuses et cela lui a valu des persécutions de la part du pouvoir, puis son limogeage. Il est venu trouver Raphaël, marquis, pour qu'il intercède en sa faveur et lui obtienne non sa réintégration mais l'emploi de proviseur dans quelques collèges de province. Porriquet a été limogé pour carlisme, c'est-à-dire parce qu'il aurait souhaité le retour de Charles X au pouvoir. De fait, il souhaitait un gouvernement fort, ou un État où chaque groupe social fût à sa place en ce début de monarchie de Juillet qui, à l'inverse, promouvait la grande bourgeoisie au détriment de l'aristocratie. Mais est-ce qu'il était pour autant carliste? Ce n'est pas sûr. Il est tout aussi vraisemblable qu'il ait été orléaniste et favorable à une monarchie de Juillet forte et moins libérale. C'est pourquoi il s'est opposé au tout début du règne de Louis-Philippe, dominé par le parti du mouvement. De fait, Raphaël lui annonce qu'il va rapidement retrouver un poste parce que la résistance a triomphé du mouvement, c'est-à-dire parce que le parti de la résistance, orléaniste aussi, mais plus conservateur, a triomphé du parti du mouvement. Raphaël souffre d'une maladie qu'on appelait phtisie et qu'on appelle aujourd'hui la tuberculose pulmonaire. Pauline compare ainsi la petite toux sèche de Raphaël à celle de son père qui meurt d'une phtisie. Le docteur Bianchon diagnostique lui aussi une phtisie pulmonaire. Aujourd'hui, cette maladie est vaincue grâce au vaccin. Jonatas a été au service de la famille de Raphaël comme valet de chambre. Quand son père est mort en 1826, en le laissant sans le sou, Raphaël a dû se séparer de Jonatas. 4 ans plus tard, en octobre 1830, le lendemain du festin chez Taillefer, Raphaël apprend qu'il est très riche grâce à l'héritage fabuleux du major O'Flaherty. Entre cette date et décembre 1830, au début de l'agonie, Raphaël a pu déménager dans un hôtel particulier de la rue de Varennes, non loin de l'aristocratique faubourg Saint-Germain, et reprendre Jonatas à son service comme valet. Le lecteur suit les différents déménagements de Raphaël à partir de la mort de son père en 1826. Raphaël a alors 22 ans. Pendant les 3 années qui ont suivi, Raphaël a vécu pour l'étude dans le plus grand dénuement. Il a d'abord habité quelque temps, un temps assez court, un logis non précisé dans le quartier latin, non loin du Panthéon, près de la rue des Grès, actuelle rue Cujas, et de la place de l'Estrapade. Peu de temps après, il a déménagé non loin de ce logis dans une mansarde de l'hôtel Saint-Quentin tenu par Madame Gaudin, au croisement de la rue de Cluny, actuelle rue Victor Cousin, et de la rue des Cordiers, aujourd'hui disparue. Le 15 juillet 1830, Raphaël rencontre Rastignac qui lui conseille de pratiquer le système dissipationnel et de jouer au jeu. Raphaël joue et gagne, ce qui lui permet, à une date située entre juillet et octobre 1830, de déménager dans un luxueux appartement meublé de la rue Thébout, dans le quartier riche et bourgeois de la gare Saint-Lazare. Grâce à l'héritage qu'il reçoit du major O'Flaherty, il peut déménager à une date située entre octobre et décembre 1830 dans un hôtel particulier de la rue de Varennes. Raphaël part à Aix-les-Bains et au Mont-d'Or pour 2 raisons. D'abord, on envoyait souvent les tuberculeux, qu'on appelait aussi phtisiques, soigner leur maladie dans les villes thermales dont l'eau était censée être curative et l'air de la montagne particulièrement pur. C'est pourquoi les médecins que consulte Raphaël lui conseillent unanimement d'aller aux eaux d'Aix en Savoie ou à celles du Mont-d'Or en Auvergne. Si vous les préférez, l'air et les sites de la Savoie sont plus agréables que ceux du Cantal, mais vous suivrez votre goût. Mais Raphaël part aussi dans ces villes avec l'espoir que loin de Paris, il n'éprouvera plus de désir. À Aix-les-Bains, il est ainsi heureux de ne sentir aucune douleur et d'avoir enfin réduit au silence sa menaçante peau de chagrin. Et au Mont-d'Or, il se réjouit de vivre sans désir. Dans la dernière page du roman, Raphaël retrouve Pauline. Sa présence fait renaître en lui un ultime désir, un désir d'ordre sexuel, car Pauline, lors de cette rencontre, lit dans les yeux de Raphaël un de ses désirs furieux, jadis sa gloire à elle. L'ultime souhait de Raphaël est de posséder Pauline encore une fois. « Je te veux », lui crie-t-il, mais le texte indique aussi un souhait plus précis.
Raphaël souhaite défoncer la porte derrière laquelle s'est réfugiée Pauline. Je te maudis si tu ne m'ouvres pas. Ce souhait se réalise de manière merveilleuse grâce à une force singulière et c'est ce qui va provoquer la mort de Raphaël.